Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de revenir sur ce documentaire de TF1 dans lequel j'avais fait une apparition. Trottinette, vélo, voiture, la guerre est déclarée. Ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre d'où vient la source de cette guerre présentée dans ce documentaire et de rechercher à apaiser les tensions, en comprenant comment ces situations arrivent et en évitant qu'elles se reproduisent. Car il est possible dans de nombreux cas d'appliquer un concept que l'on appelle hiérarchie des mesures pour justement trouver la solution la plus adaptée à chaque problème. Et j'en profiterai également pour vous partager l'avancement de l'affaire liée à mon agression. Un gros programme nous attend. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous retrouverez l'intégralité du documentaire de TF1 en description de cette vidéo. Pour des soucis de droit d'auteur, j'ai été obligé de l'incruster en bas à droite. Sinon, il y a une détection automatique de YouTube qui fait sauter la vidéo. J'ai dû faire une trentaine d'essais pour trouver une solution face à ce bot. Même si c'est autorisé d'utiliser un contenu dans le cadre du droit à la citation, comme je le fais dans cette vidéo. Vous verrez donc tout au long de cette analyse des images que j'avais prises avec Sébastien durant la journée de tournage. Mes analyses vont se porter sur des situations et non une critique envers des personnes en particulier. Je pense sincèrement que Sébastien a fait ce documentaire dans un souci de bienveillance et mon analyse se voudra uniquement objective. Je suis vraiment désolé pour cette introduction bien trop longue, mais c'était nécessaire au vu du travail que j'ai effectué pour pouvoir produire ce contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce travail. Merci pour votre compréhension. On est enfin parti. Le documentaire débute donc face à la tour TF1 et dès les premières secondes, on peut voir que Sébastien surgit d'un fourré pour arrêter un taxi. Le taxi s'arrête alors en plein milieu de la départementale, sur la voie rapide, en chevauchant une partie de la piste cyclable. Le journaliste ajoute: c'était un peu chaud là avec la vélo là. On va donc revenir sur cette première scène. Ici, je ne comprends pas vraiment le but de la manœuvre. Au-delà d'être dangereux pour Sébastien, le piéton, également pour les cycles qui arrivent et doivent se décaler car ils sont proches de l'ouverture de la portière, cela ajoute un risque qu'un véhicule derrière venant de cette départementale crée un accident ou fasse une manœuvre d'évitement. Quand on regarde de plus près la scène, le taxi arrive déjà équipé d'une caméra, ça veut donc dire que ce lieu de tournage a été choisi en particulier pour réaliser cette prise de vue. Et ce qui me gêne, c'est que ces différents conflits et risques auraient pu simplement être évités. Il aurait été complètement possible de faire cette première prise de contact au pied de la tour TF1 qui est équipée d'un dépose-minute prévu à cet effet, qu'on peut d'ailleurs voir ici sur la prise de vue et qui aurait pu être très facilement accessible par le chauffeur de taxi. Et cela aurait également pu être un départ intéressant car il aurait fallu franchir également une piste cyclable temporaire à cet endroit-là pour continuer le trajet. Tous les éléments étaient présents pour faire le même type d'introduction. Cet exemple reste intéressant car il nous montre bien ici la source de cette guerre qui est le mauvais comportement des usagers. L'infrastructure, elle, est encore temporaire et pourrait être améliorée avec par exemple la présence d'un séparateur sur tout le long de la piste cyclable pour éviter ce type de stationnement. Mais ce n'est vraiment pas gagné ici et on en reparlera plus tard lors de mon intervention. On continue donc notre voyage avec le taxi sur la voie Georges Pompidou, sur laquelle a été aménagée une piste cyclable express qui permet de rejoindre le pont Bir-Hakeune jusqu'à Boulogne-Billancourt. Je vous en fiche une vidéo sur laquelle j'avais fait un sujet parlant de cette piste en particulier et de comment elle pourrait être optimisée pour avoir encore plus de cyclistes qui y circulent, car en l'état, elle est loin d'être accessible. Le long de ces quais, le chauffeur de taxi se plaint de la circulation qui pose beaucoup de problèmes et ne souhaite pas partager la voie, préférant circuler au milieu de celle-ci. Mon pote, on n'est que sur une voie, on n'est que sur une voie, on n'est que sur une voie, j'ai pas à me poser, j'ai pas à me mettre de côté, de toi-même. J'ai donc été vérifier si ici les deux roues motorisées, scooters et motos ont bien le droit d'effectuer ces dépassements. Dans un premier temps, à l'entrée des quais, il n'y a pas de panneau d'interdiction de dépassement. Ensuite, c'est une voie à sens unique. Et enfin, contrairement au dépassement d'un cycle, il n'y a pas de minimum légal pour dépasser un véhicule motorisé. Les dépassements s'effectuant par la gauche, il n'y a donc rien dans le code de la route interdisant cette manœuvre. Néanmoins, un point important précisé par le code de la route, c'est que avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Mais ça reste un point qui est subjectif. Un point qui n'est pas subjectif, lui, c'est qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, et que lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. C'est donc des tensions qui auraient pu être évitées entre les différents usagers si le chauffeur du taxi avait ici simplement suivi le code de la route. Voilà cette introduction forte en émotions passées. On va maintenant passer à un autre chapitre. Le documentaire va maintenant présenter une famille qui doit réaliser 4 km pour aller à l'école, ce qui est quand même surprenant à Paris, car normalement les écoles sont très proches des lieux d'habitation, généralement dans le même arrondissement. Après avoir effectué une vérification par rapport aux images, je me suis rendu compte que la famille habitait dans le 17e et emmenait leur enfant dans le 16e, et dans un collège privé, ce qui confirme mon hypothèse. Et
À ce propos, afin de protéger vos informations personnelles, évitez de filmer autour de votre adresse, car c'est ça qui m'a permis de retrouver exactement le lieu d'habitation et l'école. Je pense que c'est ici une maladresse de la part du journaliste d'avoir conservé ces images de sortie de garage et de l'arrivée devant l'école, qui m'ont très facilement permis d'identifier les lieux. Je les ai d'ailleurs floutés et j'inviterai TF1 à le faire. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi je me suis intéressé à ça? Eh bien parce qu'à Paris, actuellement, il y a un projet qui est en cours pour piétoniser justement ces rues écoles, afin d'empêcher toute circulation et offrant ainsi des lieux plus sécurisés. Cela permet également d'offrir des espaces de vie aux enfants et un peu de verdure devant les écoles. Et les élèves vivant en général très proches de leur école publique peuvent alors plus facilement s'émanciper et la rejoindre à pied ou en vélo pour les plus grands. Et ces rues sont en priorité aménagées devant les établissements publics, car les établissements privés accueillent en général des élèves venant de plus loin. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus à propos de cette réorganisation de l'aménagement urbain, j'en avais parlé dans cette vidéo à propos des superblocs. Il y a quand même un point important à soulever, c'est qu'en France, les écoles primaires sont en moyenne à une distance de moins de 1 km. Il est donc important d'offrir des aménagements qui permettent aux plus jeunes d'effectuer ces déplacements en sécurité. La rue école étant donc un très bon point de départ pour cette solution, car cela empêche les parents qui vont dans certains cas prendre leur voiture pour effectuer ce kilomètre et accompagner leurs enfants, créant ainsi plus d'insécurité pour les autres. Cet exemple pris pour illustrer Paris est donc très extrême, parce qu'en général les distances seront beaucoup plus réduites. Mais la conclusion de ce reportage est finalement positive car elle nous montre que cette personne va se mettre au vélo. Le casque porté par les enfants était d'ailleurs un indice. On la retrouvera un petit peu plus tard dans le reportage. Il y a ensuite une transition très rapide qui est effectuée sur la backlife. Ils sont où les flics? T'arrêtes pas au feu? Scandaleux! Scandaleux! C'est le terrorisme et totalitarisme des vélos. Je trouve vraiment ça très dommage de présenter les masses critiques de cette façon, car dans la majorité des cas, ces manifestations sont encadrées, comme par exemple la convergence vélo à laquelle j'avais participé, et à partir du moment où les tracés sont déclarés à la préfecture de police, il n'y a pas besoin de policiers pour encadrer le convoi. Alors bien sûr, c'est mieux, c'est certain d'avoir des policiers qui sont là pour aider, mais ce n'est pas ça qui va apporter plus de sécurité au convoi. Car ce qui est fait généralement pendant ce type de circulation, c'est qu'il y a des volants, c'est-à-dire des participants équipés généralement de gilets, qui vont à l'avance devant chaque intersection, pendant que le feu est vert, pour bloquer les flux de circulation à partir du moment où ils deviendront rouges. Les participants, eux, vont continuer à avancer dans cette masse compacte. Et cet effet de masse va empêcher justement les véhicules de venir à l'intérieur de cette manifestation ou de couper les flux des cyclistes. Ce n'est donc, dans ce cas de figure, pas dangereux pour les participants de passer les feux au rouge, comme dans une simple manifestation en fait. Néanmoins, je tiens à préciser que je ne soutiens pas ce type de comportement, de zigzaguer à travers les voitures ou de mettre en danger d'autres usagers. Et en général, quand quelqu'un fait quelque chose de dangereux, il est rapidement recadré par le groupe. Bref, je trouve donc ça dommage d'utiliser cette image de rassemblement qui pourrait discréditer tous les autres rassemblements de cyclistes qui ne sont pas du tout dans cette optique. Et si circuler en groupe vous intéresse, je vous invite à rejoindre le Discord d'Altisplay, où vous pourrez rouler ensemble dans la bonne humeur et le respect du code de la route. Bon, maintenant que cette introduction a été faite sur les cyclistes, on part tout de suite à Lyon pour parler des infractions. Tout d'abord, le fait de présenter les pistes cyclables comme une opportunité de réaliser des infractions est une approche plutôt étrange. Lyon est doté de 540 km de pistes cyclables, ce qui offre aux automobilistes de très nombreuses possibilités d'enfreindre le code de la route. Car même avant l'installation de ces pistes cyclables, les règles étaient les mêmes et il était tout de même interdit de s'arrêter au milieu de la voie. Néanmoins, je trouve ici l'approche intéressante, car elle montre les policiers qui expliquent de manière pédagogique pourquoi il est dangereux de se stationner sur les pistes cyclables. Et je trouve que c'est une bonne chose d'expliquer pourquoi c'est interdit. Un mauvais stationnement va obliger le cycliste à faire un déport sur une voie de circulation et augmenter le risque d'avoir un accident. Et donc, partant de ce constat de mise en danger, il est donc logique de recevoir une amende pour ce type d'infraction. On peut d'ailleurs voir que les chauffeurs ne vont pas argumenter en ce sens, ne vont pas dire « oui mais mon stationnement n'était pas dangereux ». Et grâce à ce reportage, on apprendra également que les warnings n'ont pas de totem d'immunité. L'amende est mise, ça c'est sûr. Le warning c'est 15 minutes? Le warning c'est 15 minutes. Non. 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 Et un point important à soulever par rapport à l'ensemble de ces infractions que l'on peut voir, c'est qu'elles ont lieu sur des bandes cyclables, c'est-à-dire des aménagements cyclables qui n'ont pas de séparateur physique. Il y a uniquement de la peinture. L'autre problème, c'est également que les stationnements sont à droite de cette bande cyclable, et ils devraient être à gauche. Cela permet d'éviter de couper la bande cyclable quand on va se garer et sortir de sa place, de limiter le risque au niveau des ouvertures de portières, et de limiter également le risque de faire des stationnements en double fil. Car quand un automobiliste gêne d'autres automobilistes, ce n'est pas le même problème que quand il gêne des cyclistes.
il va partir beaucoup plus rapidement de la voie. Après ce tour rapide au niveau des infractions, on enchaîne sur Marseille, où le sujet abordé est très intéressant, qui est le vélo comme mode de transport et non juste un loisir. On peut le voir notamment au niveau des aménagements cyclables qui sont réalisés là où les cyclistes vont avoir l'envie de se balader, et non là où ils vont en avoir besoin pour se rendre au travail. Le centre-ville a l'air d'être dénué de tout aménagement cyclable, et les continuités sont très mal faites. Et on y retrouve les pièges du quotidien, les bouches d'égout, les rails de tram, qui sont responsables de ces petites chutes qui représentent 70% des chutes des cyclistes. Car en général, un cycliste tombe seul. Il tombe dû à une mauvaise infrastructure. Il est donc important de garantir des aménagements de qualité pour éviter ce type de danger. Et cette partie du documentaire est finalement celle qui l'illustre le mieux. Une ville qui ne propose pas de bon aménagement ne va pas encourager au vélo. Et donc la transition est toute trouvée sur Paris, et cette maman qui a finalement accompagné ses enfants à l'école, parce que justement il y a des infrastructures qui vont lui permettre de rouler en sécurité. Et d'ailleurs ce qui est assez drôle, c'est qu'on voyait cette personne comme conductrice, juste avant dans le sujet, et d'un coup, en tant que cycliste, elle se met à ne plus respecter les feux ni les priorités piétons. Mais là, je pense que c'est juste parce qu'elle a suivi le journaliste qui est reparti et que le journaliste n'a pas vu que le feu, lui, était resté au rouge. Dans tous les cas, même si on a un doute sur la couleur du feu et qu'il y a un piéton qui est engagé, pour éviter tout risque, il est quand même important de s'arrêter. Le reste est très positif et permet de voir les avantages du vélo, le plaisir pour les enfants et moins de stress pour les parents. Et bien sûr, l'énorme gain de temps. On a mis 15 minutes. C'est top. Donc ça veut dire que si on cumule sur la journée, en fait on va gagner 1 heure. La cycliste nous indique aussi qu'elle n'a pas ressenti de danger sur l'itinéraire, même si elle a vraiment pas commencé par le plus simple. Le 16e et le 17e étant vraiment des quartiers qui sont très mal équipés au niveau des aménagements cyclables et où forcément il y a beaucoup de discontinuité et donc des endroits où circuler à vélo reste désagréable. Et après cette séquence avec la maman promenant ses enfants, nous retrouvons le chauffeur de taxi présentant les cyclistes comme des usagers qui prendraient volontairement des risques inconsidérés en ne respectant pas le code de la route. J'ai donc pris le temps d'analyser en détail chacune de ces infractions pour voir qui les commet, est-ce que c'est vraiment des infractions et est-ce que c'est dangereux. Dans le premier cas, ce sont 2 livreurs qui sont payés à la course. Et je parlais de ce problème dans le sujet à propos des livreurs, car tant qu'ils seront payés de cette manière, c'est-à-dire à la tâche plutôt qu'à l'heure, eh bien il y aura des infractions car ils souhaiteront aller toujours plus vite. Et ça, c'est peu importe le mode de transport, que le livreur soit à vélo, en scooter, le seul objectif ici, c'est la rentabilité. Il faut donc corriger ce problème à la source et payer tous les employés à l'heure et plus à la tâche. Ensuite, par rapport à ce premier point, on en oublierait presque le sas vélo qui lui n'est pas non plus respecté par les véhicules motorisés. Sur la scène suivante, on peut voir le client qui est détendu, sans ceinture de sécurité, se moquer de l'insécurité des cyclistes. Il ne faut pas oublier que la ceinture de sécurité reste obligatoire, même pour les passagers, et c'est 135 € d'amende. Le chauffeur de taxi, lui, dans le cadre de son travail, a le droit de ne pas porter de ceinture. Mais ça reste quand même conseillé pour sa propre sécurité. Ensuite, le cycliste que l'on voit griller le feu passe au moment où il n'y a pas de circulation, sur un feu équipé d'un M12, je développerai un petit peu plus tard, qui lui autorise d'aller à droite, même si le feu est rouge, et la vidéo coupe ne me permettant pas de savoir s'il va continuer tout droit. On a l'impression que oui, en toute honnêteté, et c'est également un livreur. Ensuite, il y a le cycliste qui conduit sans les mains. Bon là, c'est vrai que lâcher ses mains dans un carrefour, qui est l'un des endroits les plus accidentogènes, c'est pas très malin. Ça peut être considéré comme une infraction car un conducteur doit rester maître de son véhicule en tout temps. Mais là, c'est à un agent de police de définir l'infraction car ça reste un point qui est subjectif. Ensuite, ce qu'on voit, c'est assez intéressant. On voit une voiture griller un feu. Alors comment on peut le savoir? Tout d'abord, il y a cette croix qui est derrière le feu qui est au rouge. Et ensuite, le feu piéton passe instantanément au vert une fois que la voiture est passée. Sauf que le feu piéton ne passe jamais instantanément au vert une fois que le feu est passé au rouge. Il laisse un temps suffisant pour que les véhicules puissent dégager l'intersection. Et de toute façon, avant qu'un feu passe au rouge, il y a 3 secondes pendant lesquelles il est à l'orange et où il faut s'arrêter. Il a pas cette envie de vouloir s'arrêter. Et pour revenir sur le cycliste, lui va attendre que l'ensemble des véhicules quittent l'intersection pour pouvoir passer au moment où le feu piéton passe au vert. Alors c'est interdit, mais je comprends complètement pourquoi il le fait, car il veut simplement dégager l'intersection pour se mettre en sécurité, et ainsi avoir une légère avance sur les véhicules motorisés qui le suivraient, et qui le dépasseraient au pire moment, c'est au moment où il commence à prendre de l'élan. On a très peu d'équilibre, et donc c'est dangereux de se faire dépasser à ce moment-là. Par contre, au niveau du portable à la main, dans ce cas-là, effectivement, c'est dangereux de le manipuler, parce que ça fait une grosse perte d'attention, et surtout, une moins bonne maniabilité au niveau du guidon. Si vous avez besoin de faire quelque chose avec votre portable, arrêtez-vous sur le bas-côté pour pouvoir le manipuler. Ce cycliste-là vient finalement du centre de la place de la République. Il faut savoir que sur la place de la République, il n'y a pas de piste cyclable définie.
c'est assez difficile de trouver là où il faut traverser. En plus, au niveau de cet accès en particulier, il y a un bloc de granit. Enfin, il n'est pas interdit en vélo de chevaucher le passage piéton, tant que vous ne gênez pas les piétons. Ici, sur cette scène, au niveau de Madeleine, les cyclistes auraient pu complètement continuer sur le trottoir, mais il aurait fallu qu'ils continuent à côté de leur vélo, pas sur le vélo. Une fois que vous arrivez dans le sas vélo, vous marquez un arrêt, vous descendez du vélo et vous pouvez continuer sur le passage piéton sans aucun problème. Il y a également ce cycliste qui vient effectivement d'un sens interdit en franchissant une ligne blanche, mais là c'est intéressant, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de l'aménagement. Si on regarde en détail, elle vient d'un sens interdit qui est en double sens cyclable, c'est-à-dire qu'elle a le droit de circuler dans ce sens interdit, mais par contre au niveau de l'aménagement, il n'a pas été prévu de couper cette ligne blanche. Il aurait fallu rajouter 2 petits points pour indiquer que des cyclistes viennent d'ici. Dans certains cas, quand des rues sont réaménagées en double sens cyclable, il arrive que les aménageurs ne pensent pas à toutes les connexions au niveau des carrefours. Donc il ne faut pas hésiter à signaler ces anomalies. J'ai d'ailleurs pris le temps de faire remonter celle-ci pour qu'ils puissent prochainement corriger cet oubli et éviter ainsi une incompréhension de la part des usagers. Alors ici je trouve le comportement dangereux car il ne respecte pas la priorité des piétons. Les feux, eux, pourraient être aménagés avec des panneaux M12 permettant de passer le feu au rouge car aucun véhicule ne peut venir de la droite du cycliste. Je ne valide pas du tout ici les infractions réalisées par les usagers, mais j'indique juste que la perception du danger ne peut pas être liée au fait de passer un feu au rouge. Car certains autres feux dans la même configuration sont équipés de ces panneaux M12 qui permettent de passer le feu au rouge sous 3 conditions. Dans un premier temps, aller dans le même sens que la flèche, ensuite laisser la priorité aux piétons avant de s'engager, et enfin attendre que l'ensemble des véhicules de l'intersection soient sortis avant de la traverser. Et c'est vraiment dommage que Sébastien, le journaliste, n'ait pas pris le temps de présenter ces panneaux spéciaux quand il a réalisé sa petite expérience en comptant le nombre de cyclistes qui ne respectaient pas le feu de circulation. Ici, sur le feu, il y a donc un M12 qui permet d'aller à droite, mais au-delà de ça, on va aussi s'intéresser au feu piéton. On peut voir qu'il est au vert à chaque fois que les cyclistes s'engagent. Et au même moment, le feu de circulation pour les véhicules motorisés, lui, est au rouge. Et finalement, durant tout cet extrait vidéo, aucun cycliste ne va passer pendant que le feu piéton va être au rouge. Un autre point, c'est qu'il n'y a pas de véhicules qui peuvent arriver de la gauche, car c'est une voie en sens unique, et la seule raison pour laquelle ce feu rouge existe, c'est finalement pour simplifier la circulation des bus ou taxis qui vont circuler ici et qui souhaiteraient tourner. On peut d'ailleurs remarquer que le feu piéton reste au rouge pendant que le feu des motorisés est également au rouge. Et donc non, les cyclistes qui passent ici au rouge ne mettent pas leur vie en danger, ou du moins tout autant que les piétons, car les piétons aussi passent exactement à ce même moment, car ils ont le feu vert pour eux. Il serait donc bienvenu ici de mettre un M12 qui permet aux cyclistes d'aller tout droit, même si le feu est rouge. Ça permettrait de clarifier la situation ici. Et dans cette analyse, je trouve quand même dommage de ne pas avoir été impartial et de ne pas compter les véhicules qui sont passés eux au rouge et qui se sont arrêtés sur le sas vélo. Et d'ailleurs ce sujet du sas vélo en particulier n'a pas été abordé dans ce reportage. Il aurait pu être bon de rappeler son utilité. Le sujet va ensuite parler des trottinettes électriques. Si ça vous intéresse au niveau de la législation et autres, je vous laisse voir le sujet des EDPM que j'avais fait. Mais si c'est un petit peu en dehors du sujet au niveau des vélos, on va continuer. Et on est de retour sur Paris avec le contrôle des écouteurs qui vont venir couper les sons provenant de l'environnement proche. Et en vélo, c'est vraiment ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir bien anticiper. Il aurait été ici intéressant de présenter les solutions qu'il existe pour pouvoir continuer à écouter sa musique sur son vélo si on le souhaite. Il existe par exemple des enceintes tour du cou pour lesquelles j'ai opté pour réaliser mes directs, comme ça j'entends les personnes qui me parlent. Ça m'évite d'avoir à lire le chat. Comme ça en direct, je vous entends dans le casque et je suis plus concentré sur ce qu'il y a autour de moi plutôt que par là. Et également les sons ambiants. Et un point présenté qui est effectivement intéressant, c'est de ne pas fuir s'il y a un contrôle de police, parce que ça ne va faire qu'aggraver la situation. On vous demande de vous arrêter et vous partez. Donc on se dit, à ce moment-là, c'est peut-être pas que les écouteurs, il y a peut-être autre chose. Toujours à Paris, ça enchaîne sur les voies bus. Cette fois, le journaliste s'intéresse à un cas de figure qui est très particulier. C'est les voies bus qui ne sont pas ouvertes à la circulation des cyclistes. Elles se comptent sur les doigts d'une main à Paris. C'est du fait de leur largeur qui ne permet pas un dépassement. J'avais d'ailleurs fait un sujet sur le boulevard Magenta et j'expliquais pourquoi il faudrait permettre justement aux cycles de pouvoir aujourd'hui utiliser ces voies bus. Car à Paris, il ne faut pas oublier que la circulation est maintenant limitée à 30 km/h. Et dans la séquence que l'on peut voir, on peut calculer la vitesse du cycliste qui va à une vitesse moyenne de 25 km/h. C'est une vitesse qui est trop importante et inadaptée pour rouler sur le trottoir juste à côté. Le cycliste ne peut pas non plus rejoindre facilement la piste cyclable car les accès ne se font qu'au niveau des intersections. Et surtout parce que le taxi est juste derrière lui, ne lui permettant pas de ralentir ni d'effectuer une manœuvre de manière sécurisée.
C'est d'ailleurs inscrit dans le code de la route. Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second véhicule doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision. Cette distance doit correspondre à 2 secondes. Là, il n'y a pas 2 secondes. Il intimide le cycliste avec son véhicule et il tente un dépassement dangereux. Ce sont des comportements complètement disproportionnés par rapport au fait que le cycliste roule dans la voie bus. Enfin, un dernier point, même si le cycliste n'avait pas été là, le taxi aurait de toute manière eu le feu rouge, car les feux ici sont paramétrés à une vitesse de 30 km/h. Je pense qu'il est donc important de revoir l'usage de cette voie, de l'ouvrir au cycle, et bien sûr, pour les usagers qui y circulent, d'apprendre les valeurs de patience, précaution et courtoisie. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques minutes plus tard, Sébastien va expérimenter à son tour cette situation désagréable, en se faisant sermonner par le chauffeur de taxi parce qu'il n'utilisait pas la piste cyclable, qui n'était pas obligatoire. Et ici, la source de ces tensions sont en grande partie dues au mauvais aménagement. On peut voir la fameuse bande cyclable sur laquelle circule le cycliste qui d'un coup s'interrompt et devient une voie bus partagée. Et pour illustrer tous ces accrochages, ça bascule sur mon agression en faisant au passage une jolie pub pour mon travail. Et pour réaliser ce reportage, nous avons passé une journée ensemble à discuter et visiter différents lieux de Paris, du pire, comme par exemple la Concorde. On est sur Concorde là. Ouais. Où est-ce qu'on fait le sonore? Est-ce qu'on le fait là-bas? En face, là-bas? Ouais, on va aller plutôt sur la place parce que là on a du bruit alors que si on est à côté du jardin des Tuileries, ça va être beaucoup plus calme tout à coup. Au meilleur, comme l'avenue de la République qui vient d'être livrée avec une superbe piste cyclable. Et là on voit vraiment qu'on est sur un nouvel espace qui a été créé et qui est idéal, c'est une bonne largeur. Il y a le moins de conflits possible entre les usagers, il y a des M12 pour pouvoir continuer au feu, ça évite que les cyclistes aient à brûler les feux. Les intersections sont toutes protégées au niveau des virages. On voit qu'il y a ces petits cônes là qui permettent d'éviter que les véhicules aient un angle mort parce qu'ils vont devoir tourner légèrement et ensuite continuer leur giration. C'est la même chose ici, ça permet aussi aux cyclistes de sortir de l'angle mort. Mais malheureusement, tous ces éléments n'ont pas été conservés dans le reportage et je vous invite à voir la rediffusion sur la chaîne secondaire. Finalement, seul le passage où je parle de l'importance des aménagements cyclables pour protéger les cyclistes a été conservé. Je parlais de ce carrefour extrêmement dangereux où Emma, une jeune cycliste qui circulait en Vélib, a été renversée mortellement par le chauffeur d'un camion alors qu'elle rejoignait la tour TF1 pour effectuer un stage. Mais cet aménagement ne fait pas tout et on peut d'ailleurs voir que malgré les plots qui ont été ajoutés, les chauffeurs continuent à couper la route des cyclistes. Cette approche, au niveau de la sécurité, est donc complémentaire. On peut d'ailleurs le voir sur la hiérarchie des mesures. Ces éléments permettent de limiter les risques d'accident, du plus efficace au moins efficace. Éliminer un risque n'est pas possible partout, le substituer également. Il est donc important de créer des bons aménagements et d'équiper les véhicules de tout ce qui pourrait limiter ces risques. Par exemple, la suppression des angles morts sur les bus et les camions, via des caméras ou des détecteurs. Et bien sûr, le respect du code de la route et des autres usagers, ce qui limite la prise de mauvaises décisions. Et enfin, il reste les équipements de protection individuels, qui eux n'empêchent pas l'accident, mais protègent uniquement de leurs conséquences. C'est donc sur ces éléments ou de la pyramide qu'il faut communiquer pour faire changer les choses. Cela permet de grandement limiter les risques d'accident, comme par exemple le carrefour qui a été réaménagé après la mort d'Emma, et si l'on pousse la réflexion, un bon aménagement aurait peut-être évité l'agression que j'ai subie. Car si le carrefour était bien aménagé, le chauffeur n'aurait pas pu se décaler de cette manière en me coupant la route, et le reste de cet effet papillon ne se serait pas produit. Corriger la source du problème est toujours plus efficace que corriger le problème en surface, car celui-ci continuera à arriver. Et enfin, pour revenir sur mon agression, les choses avancent progressivement. Je mets d'ailleurs régulièrement à jour la description de la vidéo. L'auteur des différents délits et de l'agression a été reconnu et un procès aura lieu prochainement. Je réaliserai à cette occasion un sujet spécial, didactique, qui expliquera pas à pas comment les choses se sont déroulées pour démystifier un peu ce qui se passe autour de ce genre d'affaires et vous encourager à agir si vous êtes également victime de ce type de violence. Au final, cette guerre, comme vous l'avez vu, prend plus souvent ses sources dans une incompréhension mutuelle que dans les modes de transport eux-mêmes. Il reste encore beaucoup à faire pour que chaque mode de transport puisse disposer de son espace dédié et être considéré comme tel, car pour certains, le vélo reste juste un loisir. Mais nous vivons actuellement dans un urbanisme qui est en pleine mutation et il faut que les mœurs suivent. Et je compte sur vous pour partager ce message de paix entre les modes pour que chacun puisse circuler en sécurité. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et cette analyse. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement et qui ont permis en grande partie la réalisation de cette vidéo grâce à vos soutiens sur YouTube, Tipeee, Utip et Twitch. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos.
et bonne Je sais route. pas trop si tu as envie de continuer jusqu'à Gambetta. C'est loin, d'ici. Non, on est en ligne droite là. À vélo, rien n'est loin, hein. On est à 6 minutes, ça dépend de toi, de ta fatigue, de comment tu te sens. Bon, allez, on termine par ça. Allez, si tu veux, ouais. Ça te va? Ouais, t'es ouais. fatigué, toi, non? Ah non, non, moi je suis jeune. C'est toi qui dis ça. Je te reprends là-dessus. Hein. Je te prends au mot. Hein. Je crois pas. Ah, moi, je suis jeune. C'est toi qui dis ça tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. J'ai 33, 34 je crois. Non, 34. On a 20 ans de différence. C'est ça. Ouais, bah, du coup, vas-y, on continue. Ouais, c'est bon, allez, on est parti. Ah, ça fait bien rire le chat en tout cas. Hein. Bah, je te prends au mot, hein. Tu me disais ça tout à l'heure. Je te me prends pas, ça me bute beaucoup. J'aurais pas osé si tu m'avais pas dit ça. Hein.